Au sommaire de l'actualité de ce 23 août, le ministre d'État Zéphirin Diabré va aux nouvelles. Il veut tout savoir sur l'avancement du dossier du dernier gouvernement de Blaise Compaoré sur l'insurrection populaire, actuellement sur la table de la Haute Cour de justice. Reste à présent le choix de la date de l'audience. Explication en début de journal. À suivre également la une. Ouroudara nous ouvre ses portes une semaine durant. Carte postale du verger du Burkina, la cité de Teul, un chasseur d'oiseaux Ouroudara ou un canari de Kola, petit cours d'histoire. Dans un instant, du poulet, on en raffole, mais les vendeurs doivent revoir leurs copies car les lieux d'abattage manquent d'hygiène, surtout là où les poulets sont plumés. Un mélange de plumes et de sang à vous couper l'appétit. Madame, Messieurs, bienvenue au journal. Nous ouvrons ce journal à Haute Cour de justice. Le ministre en charge de la réconciliation nationale y était ce matin pour s'enquérir de l'avancement du dossier sur l'insurrection populaire qui fait obligation aux membres du dernier gouvernement de l'ancien président Blaise Compaoré à s'expliquer. Une étape cruciale avant la tenue du Forum national de la réconciliation. Tout est fin prêt, il ne reste plus qu'à choisir la date de l'audience, foi du président de la Haute Cour de justice. Les précisions de Draman Guéné. À la Haute Cour de justice, Zéphirin Diabré est accueilli par Khalil Bara. Une séance de travail qui permet au ministre d'État chargé de la réconciliation nationale de demander des informations sur l'état d'avancement du dossier du dernier gouvernement du régime Compaoré, le dossier de l'insurrection populaire. Ces informations, Zéphirin Diabré en a besoin afin de proposer une date du Forum national pour la réconciliation nationale. Dans quelques jours, pas même quelques semaines, il se peut que nous soyons maintenant fixés sur la date du Forum national de réconciliation. Le gouvernement, le président du Faso et le Premier ministre suivent la question de très près. Nous savons que les Burkinabés sont impatients de voir dans ce forum se tenir. Le gouvernement, dans le mois de septembre, l'avait annoncé, donc la date probable du forum. Alors tout ça nous amène aussi à regarder l'évolution des dossiers judiciaires. Nous savons avec vous que le dossier de Thomas Sankara sera donc jugé à partir du 11 octobre. Donc le dossier aussi du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. En 2014, ce dossier donc a été transféré donc à la Haute Cour pour des raisons diverses de praticabilité, mais aussi de cohérence juridique. Les choses ont pris du retard et je suis donc venu m'enquérir de l'état d'avancement. Pour l'équipe de Khalil Bara, tout est fin prêt. Il n'y a que des questions organisationnelles à régler pour l'ouverture du procès. Tous les accusés sont disponibles. Le dossier est suffisamment avancé. Il est en état d'être jugé. Il n'y a plus d'acte judiciaire à poser. Il est en état. Il reste à se préparer et fixer la date. Il faut trouver une salle. Il faut assurer la sécurité. Il y a beaucoup de prises en charge à faire. Il y a la question financière, entre autres. Les concertations communales sur la réconciliation nationale sont bouclées. Ce sont maintenant les dossiers judiciaires qu'il faut vider pour une réconciliation aboutie. Autre point de l'actualité, pour réussir le pari de la promotion et de la défense des droits humains au Burkina, le ministère de tutelle mise sur des OSC bien formés pour en faire des relais sûrs. Il a encore réuni mercredi dernier à Tinkodogo 25 leaders d'organisations de la société civile pour une session d'appropriation des manuels sur les droits humains. Tanga Robert Kafando. Ils sont 25 leaders d'OSC venus des 3 provinces de la région du Centre-Est à prendre part à cette session d'appropriation du manuel de formation de base en droits humains. Une rencontre organisée par le ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique afin de permettre à ces leaders d'OSC de se familiariser avec les droits humains pour mieux les promouvoir et les défendre. Le manuel a été conçu en 2009 et révisé en 2018. Donc nous sommes dit que c'était encore une occasion de vulgariser le contenu de ce manuel aux formateurs qui vont être chargés de former les militants de leur association. Les OSE sont nos relais et ce sont des OSE qui travaillent déjà dans le domaine des droits humains. Et donc renforcer la capacité de ces leaders, c'est être presque convaincu en tout cas que ça va arriver à la base, qui sont les militants donc, de ces différents OSC. La rencontre dure 4 jours
et les participants devraient partager les connaissances acquises dans leurs organisations respectives afin de faire de chacun des membres de leur structure des relais sûrs dans la promotion et la défense des droits humains. La loi sur le quota genre, voilà qui inspire la jeunesse burkinabé. Les jeunes veulent aussi un quota de 30% dans les postes électifs et nominatifs. Pour en faire une loi, ils ont élaboré une stratégie en vue de l'organisation d'une pétition. Cette campagne d'adoption de la loi portant quota de 30% de jeunes en politique s'est ouverte vendredi dernier. Explication de Nongba Kouda et Issia Kanana. C'est un atelier d'élaboration d'une stratégie de campagne pour une implication active des jeunes dans les instances de décision. L'ambition affichée par ces jeunes à cette rencontre, initier une pétition pour l'adoption d'une loi portant quota de 30% de jeunes dans les postes nominatifs et électifs au Burkina Faso. Il était important pour nous d'abord de commencer par la sensibilisation. Donc la campagne va nous permettre effectivement de sensibiliser le plus largement possible les populations à la base, les jeunes même souvent, qui ne comprennent pas souvent qu'eux-mêmes il faut qu'ils soient représentés. Au-delà donc de leur activisme au sein des partis politiques, il faut qu'ils passent de là à accéder effectivement à des postes de décision. Réunis au sein du réseau des alumni PIPA, ces jeunes dans leur démarche bénéficient de l'expertise de l'IGD, l'Institut pour la gouvernance et le développement. Lorsqu'on parle des jeunes, il faut avoir une attention particulière pour les jeunes femmes qui font l'objet d'une double discrimination, discrimination en tant que femme, discrimination en tant que jeune. Et donc ces statistiques-là ne sont pas satisfaisantes, raison pour laquelle dans le cadre du programme PIPA, nous avons estimé qu'il était important de continuer le plaidoyer. Au moins 15 000 voix sont attendues à l'issue de cette pétition. Des signatures qui, selon ses initiateurs, devraient porter haut la voix de la jeunesse burkinabé dans le processus de développement. Le calvaire des commerçantes à la frontière, tracasserie et lourdeur de la procédure douanière. Selon l'étude menée par la CEDEAO avec l'accompagnement de la GIZ, il faut des conditions spécifiques pour les femmes exerçant dans le commerce transfrontalier à petite échelle. L'atelier régional de validation des résultats de l'étude se tient depuis ce matin dans la capitale burkinabé. Compte rendu de Adama Guiti et Maïmouna Traoré. Quel mécanisme pour permettre aux commerçantes transfrontalières à petite échelle de maximiser leur potentiel? La CEDEAO propose la mise en place de procédures spécifiques pour faciliter leur passage au poste douanier. Pour mieux cerner les difficultés rencontrées par ces femmes, une étude de faisabilité a été menée au niveau des postes frontaliers du couloir Lagos-Abidjan et de celui du Sénégal et de la Gambie. Si vous allez dans les frontières de nos différents pays, vous allez constater un mouvement important de femmes, des femmes commerçantes. Et au niveau de l'administration des douanes, il n'y a pas une procédure particulière qui est définie pour ces femmes. La procédure douanière est unique et pour tout le monde. Et nous pensons qu'à travers ces concertations, des procédures pourront être définies pour ce type de commerce et pour ces femmes et pour permettre à l'administration des douanes de les accompagner. À cette rencontre de Ouagadougou, il s'agit pour les participants de discuter les résultats de l'étude, examiner la faisabilité des projets proposés par les experts et mettre en place un mécanisme de procédure douanière et de paiement simplifié spécifiquement pour ces femmes entrepreneurs. Une équipe de consultants a fait le tour de plusieurs frontières et ils ont interrogé des femmes, ils ont vu les femmes travailler et ils ont fait des propositions qui vont être soumises un peu à l'ensemble des 15 États membres de la CEDEAO, et aussi des structures qui sont dans l'appui aux femmes dans la région, de manière à ce qu'on sorte avec des propositions vraiment pertinentes. Je dirais aussi que nous aurons l'intervention de l'administration des douanes de l'Ouganda, un pays d'Afrique de l'Est où déjà il a été à ce niveau créé des couloirs spécifiques pour ces femmes. Ici c'est pertinent et peut-être que nous allons aller dans ce sens-là. L'idée ici est de faciliter le travail des femmes de manière que les tracasseries, même du harcèlement de temps en autre, puissent en fait disparaître. Dans son initiative, la CEDEAO a bénéficié de l'accompagnement de la GIZ. Le résultat escompté de cette réunion est l'adoption du plan d'action qui découlera des résultats de l'étude et qui recensera les activités à entreprendre par la CEDEAO pour améliorer la libre circulation des produits des entrepreneurs de petites entreprises.
Cette brève avant de poursuivre, le ministère de la Santé donne l'alerte sur un cas suspect de fièvre hémorragique. Le patient admis hier dimanche aux urgences médicales du centre hospitalier universitaire de Bogodogo a foulé le sol burkinabé il y a 2 jours en provenance de Niankaré, Kadiolo en République de Côte d'Ivoire. Il a été isolé conformément aux normes recommandées. Une démarche diagnostique et de prise en charge sont en cours selon le ministère de la Santé qui se veut rassurant mais invite les populations au strict respect des mesures de prévention des maladies au regard du contexte épidémiologique national et sous-régional. Prudence est donc de mise. Attention, si vous êtes à table, ces images risquent de vous couper l'appétit. Vous l'aurez constaté dans la ville de Ouagadougou, manque d'hygiène dans les lieux de plumage de poulet, un mélange de plumes et de sang de volaille avec des odeurs nauséabondes. Bernard Kombilem et Pascal Canet, reportage. Des plumes, des intestins, un mélange de sang et d'eau usée et des contenus de viscères de poulet sur lesquels se disputent les mouches. Voici la réalité de l'hygiène sur certaines aires d'abattage de volailles. De quoi couper l'envie de consommer de la volaille. Pourtant, c'est sur ces déchets qui sont égorgés et plumeux les poulets. Nous sommes au marché de volailles Nabraga à Samandin, un quartier de la ville de Ouagadougou. Les travailleurs eux-mêmes se disent conscients du manque d'hygiène, mais ça se suffit très rapidement. Il manque de moyens financiers pour entreprendre des travaux d'innovation et assainir les lieux. L'état dans lequel se trouve notre lieu de travail ne nous convient pas. Nous avons plusieurs fois entrepris des travaux de curage du caniveau, mais malgré tous nos efforts, il reste bouché. Nous avons même tenté de le reconstruire en vain. À présent, nous comptons sur les autorités pour nous aider. La mairie est venue nous dire d'arranger l'endroit. Nous l'avons fait. Les agents nous ont dit qu'ils allaient revenir pour curer les caniveaux, mais jusque-là, personne n'est venu. Manque de bacs à ordures, insuffisance de canaux d'évacuation des eaux usées, manque de matériel pour la gestion et l'entretien des caniveaux sont autant de difficultés que craignent les travailleurs des marchés d'abattage de volailles. Ils sollicitent alors l'accompagnement des autorités municipales. Pour trouver une solution à cette situation, nous demandons simplement l'aide des autorités. Autre lieu, même constat. Au marché de volailles de Tanguem Barrage, la situation n'est guère reluisante. Non seulement l'espace aménagé est restreint, mais le travail de plumage se fait à même le sol. Les ordures là, c'est ça qui nous dérange seulement. Parce que souvent, il faut qu'on déplace pour aller à Tourouéro pour jeter ça. Donc, si tu n'as pas monté pour déplacer, c'est difficile avec toi. Si on gagne, on peut avoir une bac ici pour jeter nos ordures là-bas. Dans 3 ou 4 jours, ils passent prendre. Ça va nous arranger, quoi. Cependant, pour ce qui est de l'utilisation des substances prohibées pour faciliter le travail, Omar Ilboudo, un des travailleurs informels, il réfute catégoriquement ces allégations. Bon, souvent, on dit que nous mettons carbure pour déplumer poulet là. Bon, c'est les gens qui ne comprennent pas. Eux ne veulent pas savoir aussi. Si tu nous appelles, on peut venir chez vous. Tu déposes gaz que tu peux, ou bien si c'est savon, tu mets l'eau là, tu souffles un peu, on arrange devant toi, tu vois. Pour nous là, on est entraînés, donc c'est notre domaine. Donc si c'est ton domaine, tu peux faire ce que tu veux. Mais si ce n'est pas ton domaine, tu ne peux pas arranger comme les autres qui font. Une chose est sûre, c'est un sous-secteur qui fait vivre de nombreuses familles à Ouagadougou. Oman nous confie plumer au moins 250 poulets par jour au prix de 100 francs CFA. Des recettes qui se font malheureusement pour le moment au détriment de l'hygiène et de la santé du consommateur. Ouroudara nous accueille cette semaine. Commune urbaine du Kénédougou, elle est réputée pour sa grande production de fruits, d'où l'appellation verger du Burkina. Des fruits, on en trouve en grande quantité, principalement de la mangue et des agrumes, mais également de l'anacarde et du manioc. Carte postale de la commune de Ouroudara avec Salifou Belem et Amandine Lalsaga. Le chef-lieu de la province du Kénédougou s'étend sur 500 km². Ouroudara est érigé en département sous la Révolution en 1984.
Il est l'un des 13 départements du Kénédougou dans la région des Hauts-Bassins. Le département de Orudara est limité par le département de Djiguera au nord, de Kourignan à l'est, celui de Samaoiri à l'ouest et par le département de Moussodougou au sud. Moussodougou qui relève de la province de la Comoé. Les principales ethnies, on a d'abord majoritairement les Siamous, on a les Samo, les Samogo, les Sénoufo, les Turkas, les Lobi, les Dafin, qu'on appelle les Maka, les Burunsi et les Dagari, essentiellement. Orodara est l'une des communes les mieux arrosées de la localité, avec plus de 1200 mm3 d'eau enregistrés sur 86 jours de pluie en 2020. Un atout pour le département qui a produit cette saison 36 000 tonnes de mangue, 2 000 tonnes d'agrumes et plus de 9 000 tonnes d'anacardes. La culture du manioc gagne également du terrain avec une production estimée à plus de 22 000 tonnes. Plus de 80% des 48 000 habitants de la commune vivent de la production et de la commercialisation des fruits. Le dynamisme de la ville tient aussi à la vitalité des unités de transformation, source d'emploi pour de nombreux jeunes et femmes. Aujourd'hui, le manque de retenue d'eau à Orodara fait qu'il y a des activités que l'on ne peut pas mener, telles que le maraîchage, qui pourrait se faire à grande échelle ici. Voilà. Et la production de plants fruitiers également, et parlant de manguiers, d'orangers, voilà, de tangelots et de goyaviers, voilà, qui se fait, mais avec beaucoup de difficultés. Voilà, il faut avoir des motopompes et puis les marigots qui s'achètent. Orodara est l'épicentre de l'arboriculture du Kénédougou, suivi des communes de Kourignan et de Samogiri. La ville est située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière Burkina-Mali. Elle est principalement accessible par la nationale numéro 8, route Bobo-Koloko. À présent, un cours d'histoire sur la ville de Orodara. Le premier habitant de Orodara serait un chasseur d'oiseaux du nom de Teul. Justement, un quartier de la ville porte son nom, le quartier Teulino. Orodara signifie en dioula Worodaga, un canari de Kola. La suite de l'histoire, c'est avec Salifou Belem et Amandine Lalsaga. Une case ordinaire, mais symbolique pour la ville de Orodara. Implantée ici, dans le quartier Teulino, au centre de la ville, elle est considérée comme la toute première case de la localité. Cette case aurait été occupée par le premier habitant qui a découvert la ville, un chasseur d'oiseaux du nom de Teul. Conservée depuis des générations, elle est entretenue par le chef de terre qui nous conte ici l'histoire de Orodara. Le premier habitant de Orodara s'appelait Teul. Donc il rentrait dans le marigot pour faire la chasse. Comme il a vu que l'endroit était propice, fait appel à ses frères, il a décidé de confier le village à son frère cadet et le canton au Benjamin. Donc lui-même, il est resté le chef de terre. Le hangar qu'il avait construit, c'est cet hangar, on continue d'entretenir, qui est la case que vous avez derrière moi comme ça. Mais pourquoi la ville porte-t-elle le nom de Orodara? Le nom de Orodara en fait vient
d'une appellation étrangère. C'est-à-dire que le chef du village était installé et qu'il y a un étranger qui lui apportait de la cola. La cola en Djoula, ça s'appelle Woro. Maintenant, l'étranger lui a dit de ne pas laisser la cola, de mettre la cola dans un canari pour que la cola soit à tout le temps humide, c'est-à-dire fraîche. Donc voilà, s'il y a des gens qui venaient pour dire qu'il y a de la cola dans la marmite, pour dire que voilà, Worobe Dagara, ça c'est en Djoula, Worobe Dagara, c'est ce qui a donné l'appellation de Orodara. L'histoire de la ville est aussi liée à cette autre case située non loin de là. Nous sommes dans le quartier Mango où réside le chef du village, seul habilité à y rentrer. C'est là que les rituels du village sont effectués, nous confie le nouveau chef intronisé en juin 2021. La chefferie traditionnelle ici chez nous à Orodara, ça ne se transmet pas de père en fils. Il y a une lignée qui est là, ça c'est une famille, une concession. Et le chef de village qui règne ici, il meurt, automatiquement c'est dans la concession au regard qui est le plus âgé. Automatiquement c'est lui qui est intronisé comme chef de village. Selon lui, les Siamous sont considérés comme les autochtones de Orodara, avec une culture empreinte de rites et d'initiation comme ici. Les jeunes filles passent par plusieurs initiations avant le mariage, comme là. Chez les garçons, l'initiation se fait tous les 40 ans, un grand moment pour la localité entière. La dernière initiation est intervenue dans les années 80 et ici, on se prépare pour une nouvelle initiation les mois à venir. Voilà, c'était l'histoire de Orodara contée par nos reporters qui ont séjourné une semaine durant dans la cité de Teul. Suite de ce journal, nous parlerons aussi sport avec le championnat national du baseball. 12 clubs en liste pour cette saison, issus de plusieurs régions du pays. Ils ont rivalisé de talent le week-end dernier ici à Ouagadougou. Au finish, les Ouagalais, à savoir Relwende Baseball Club, l'emportent par un score sans appel de 13-2 face à Aveni Baseball Club de Fada. Le point en image avec Rasmane Zundi et Alain Didier Compaoré. Pour cette finale du championnat, Delwende Baseball Club en blanc n'a laissé aucune chance à son adversaire. Les inconditionnels de ce sport, encore moins connus au Burkina, n'ont pas boudé leur plaisir, au rang duquel l'ambassadeur du Japon au Burkina. Le baseball est très important et je voudrais présenter mes félicitations de la Fédération de baseball et des sports dans le baseball. Et également de la fierté et de solidarité de la population de la Burkina Faso. Malgré l'état du terrain et la modestie des équipements, les acteurs donnent ici à voir leur savoir-faire baseballistique. Delwende Baseball Club s'offre le premier inning, 6-1. Il va assurer son avance en remportant le deuxième inning, 3-0, pour une finale de 3 innings gagnants. Le club de Fada, malgré sa volonté, va plier de nouveau l'échine au troisième inning, 4-1, soit un total de 13-2 pour Delwende Baseball Club, sacré champion de la saison. On a pu dérouler le championnat sans aucun problème et les matchs ont été également aussi à un niveau très élevé. Et l'organisation aussi a été parfaitement faite, donc on peut dire que c'est un pari réussi. Alors après ce championnat, c'est encore travailler à rehausser le niveau de chaque club, permettre vraiment au club de travailler régulièrement avec le matériel qu'il faut et l'encadrement technique aussi. Et parce que c'est la conjugaison vraiment des talents de chaque club qui va faire qu'on va avoir une très bonne équipe nationale. Le baseball n'est pas très bien connu et je
je suis fier alors d'être présent là pour participer à la promotion de ce sport et accompagner la jeune fédération. Vous savez que le bureau fédéral, c'est des jeunes qui managent ça. Et je suis en tout cas content de les accompagner à participer à l'essor de ce sport dans notre pays. Au niveau des récompenses, les Silures de Bobo 3e reçoivent la médaille de bronze, une attestation et la somme de 50 000 francs CFA. Avenir Baseball Club de Fada, médaillé de bronze, une attestation et la somme de 100 000 francs CFA. Delouindé Baseball Club, champion de la saison, s'adjuge naturellement du trophée, une attestation, la médaille d'or et 150 000 francs CFA. Tous les acteurs qui se sont illustrés individuellement au cours du championnat ont également été primés. On referme cette édition avec la revue de presse. 2 sujets à la une des quotidiens de ce lundi. Le rapport onusien qui blanchit l'homme d'affaires burkinabé sur sa prétendue complicité dans une affaire de contrebande et la sortie de la coordination de l'association des promoteurs immobiliers du Burkina. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Bras de fer entre le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat et les promoteurs immobiliers. Un bras de fer caractérisé par la sortie des promoteurs immobiliers et relayé par les parutions du jour. Visiblement, les promoteurs immobiliers sont opposés à la révision de la loi 057 entreprise par leur ministère de tutelle. Selon les promoteurs immobiliers dans Ojodio Faso, le projet de loi retire aux sociétés de promotion immobilière privée le droit de mobiliser des terres. Il est reproché aux promoteurs immobiliers la vente des terres nues, la non-viabilisation des sites, l'accaparement du foncier rural, la démesure des superficies et des délibérations irrégulières des conseils municipaux sur les superficies. Mais pour la coordination des associations des promoteurs immobiliers, ces motifs avancés ne sont pas fondés pour justifier une révision de la loi 057, ce d'autant que les textes actuels contiennent des éléments de réponse. Et la coordination des associations des promoteurs immobiliers d'ajouter dans les colonnes du journal Le Pays l'opération de vente des terrains nus permet à plusieurs Burkinabés qui ne disposent pas de moyens d'acheter des parcelles et de réaliser l'autoconstruction. Visiblement, dans l'incapacité d'arrêter le processus de révision de la loi 057, les promoteurs immobiliers ont désormais le regard tourné vers l'hémicycle, écrit l'observateur Palga. Et puis, la nouvelle avait provoqué une indignation et une tollée dans l'opinion publique, une présumée contrebande de cigarettes qui impliquerait l'homme d'affaires Apollinaire Compaoré. Eh bien, un rapport de l'ONU blanchit le PDG de Planor Afrique, informe le journal de tous les Burkinabés Sidouaya. L'homme d'affaires Apollinaire Compaoré ne traite pas avec des groupes terroristes. Son entreprise de commercialisation de cigarettes Soburex exerce ses ventes selon la réglementation. Voilà la substance du rapport de l'ONU qui finit de convaincre les plus sceptiques. Ce rapport a purement et simplement lavé l'homme d'affaires burkinabé Apollinaire Compaoré de tout soupçon de fraude et de contrebande, précise Sidouaya. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. C'est bientôt la rentrée 2021-2022. La RTB vous offre le meilleur de la pub sur ses antennes avec le pack Promo School. Pack Promo School, des prix cassés pour vous offrir le maximum de visibilité.